Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Séries et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Séries, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée qui soit, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, eh bien on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs prête à divulgacher, mais pour vous dire des choses intéressantes. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Et Eric. Salut Clémence. À la technique, celui qui se fait spoiler à peu près tous les films, vu qu'il est là à chaque enregistrement. Ils sont fous, ils n'aiment pas le cinéma. Bonjour Alain. Salut. Ça va, tu nous en veux pas trop ? Oh. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances Capture Mag et ça se passe au Club de l'Étoile à Paris. Alain, c'est quand la prochaine séance ? C'est le 27 novembre, on projettera Rocky, donc le premier Rocky en 4K dans son nouveau master. Alors au programme, ce sera un apéro. Celui avec Dolph Lundgren ? C'est celui-là même, Julien. Bon, alors Rocky contre Apollo Creed, c'est ça, hein, Julien. Donc à 19h au Club de l'Étoile, on vous attend avec un apéro. À 19h30, ce sera la présentation du film, ensuite le film à 20h, et après la séance, il y aura la projection en avant-première du Steroids consacré à toute la saga Rocky. Voilà, l'épisode est actuellement en mixage et ça arrive très vite. Redonne-nous la date, s'il te plaît. Le 27 novembre au Club de l'Étoile. Le 27 novembre pour un programme bien chargé. Cette semaine, direction l'Oregon, dans une petite ville minière sinistre où il se trame des choses inquiétantes. On y découvre Julia, institutrice de retour sur les lieux où elle a grandi et qu'elle a fui dès qu'elle l'a pu. Quand elle découvre que Lucas, un de ses élèves, est victime de maltraitance, elle décide de l'aider. Mais en ville, une créature meurtrière rôde et plusieurs personnes disparaissent. Ce monstre aurait-il un lien avec le petit Lucas ? Affamé, c'est le titre de ce film réalisé par Scott Cooper. Mais à l'origine, il y a une nouvelle, The Quiet Boy, écrite par Nick Antosca. Antosca qu'on retrouve ici au scénario. Les atmosphères angoissantes, il connaît bien. C'est le showrunner de la série d'horreur Channel Zero. Plutôt bonne série d'ailleurs, je vous recommande. Pour Scott Cooper, en revanche, c'est une première. Jusqu'ici, le réalisateur s'était fait remarquer du côté du drame musical avec Crazy Heart, du thriller avec Les Brasiers de la Colère ou encore du western avec Hostile. À la production, on retrouve un habitué du genre et grand amateur de monstres, Guillermo del Toro. Si vous voulez en savoir plus sur sa filmo, on y a consacré plusieurs épisodes dans Capture Mag, le podcast. Affamé, ça sort en salle ce 17 novembre, mais est-ce que ça vaut le coup de le voir ? Jusqu'à présent, je vous demandais de me dire juste oui ou non. Aujourd'hui, on tente un nouveau format, puisqu'on est dans Sale Temps pour un film, vous allez me donner votre météo. Donc, est-ce que c'est plutôt avis de tempête, grand ciel bleu, petite bruine désagréable ? Je vous écoute. Alors, chez moi, il y a quelques éclaircies. Quelques éclaircies. Moi, c'est le ciel tout blanc, là. C'est les ciels déprimants, là, vraiment. C'est... Comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ouais. Et il fait froid, il pleut. C'est un temps de novembre moche, quoi. Ouais.
Moi j'ai trouvé ça bien. les analogies météorologiques, je vais m'y faire, mais non, je trouvais ça cool. Non, mais faut que tu fasses une analogie météorologique. Un peu de soleil. Le mec qui respecte pas les règles. Un peu de soleil. Ok, quelques éclaircies. Ouais, clairement. Ouais. Très bien. Et ben vous allez nous expliquer pourquoi. Donc, Eric, je te sens super impatient de te lancer. Mais en même temps, mais ça fait longtemps qu'il est pas venu. Voilà, il a plein de choses à dire. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. T'es dans les starting blocks. Très bien. Vas-y, dis-nous tout. Moi, c'est très 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 subjectif. Je pense que le film est moins bon que moi je l'ai perçu, parce que je vois les problèmes du film. Il y a des longueurs. Le scénario est pas très bon. Je pense qu'on en reparlera. Mais il y a un vrai amour des monstres dedans. Et moi, j'aime bien les monstres. Et le monstre est super dedans. En plus, moi j'aime bien la technique et le visuel, et là je trouve que ça a été très beau. Je pense que Scott Cooper, il avait fait que des films en péloche avant, c'est son premier film en digital. Il l'a tourné avec un capteur 65 mm. Le résultat est vraiment... Le chef-op est très très bon, hein, ça se voit dans le film. Et le résultat, en plus on l'a vu, je l'ai vu avec Marie, et on l'a vu dans une salle avec la technologie Onyx, qui est en fait un gros écran LED... c'est des salles où il y a plus de projecteurs, en fait, c'est des énormes écrans LED, mais il y avait des contrastes magnifiques, etc. Donc visuellement c'était vraiment très très beau. Donc voilà, ça c'était vraiment très très subjectif, les raisons pour lesquelles j'ai aimé le film. En dehors de ça, je trouve que le film a il y a des super moments cauchemardesques dedans. Je le trouve vraiment très très beau, très très gothique, assez mystique, trop lent possiblement. Mais moi, il m'a embarqué parce qu'en fait, il y a une sincérité là-dedans. On sent qu'il n'y a pas eu de réécriture avec des grosses blagues. Ça n'a pas été complètement trituré par et des scénaristes et des producteurs. Et du coup, moi, je pense pas que vous pourrez m'enlever ça. Au moins, c'est une série B qui se tient et qui est bonne, voilà, là-dessus. Non, t'enlèves rien du tout, Eric. Non, mais pour l'instant, mais je vous vois venir, là, surtout lui avec ses gros sourcils. De quoi, mais alors Marie, t'es d'accord ? Oui, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on l'a vu ensemble et qu'on était à peu près d'accord en sortant de la projo. Quoi. Moi, je disais, ouais, mais t'aurais dû venir, tu l'aurais aimé aussi, en fait. Et tu le vois tout seul et du coup, c'est triste et ton ciel est gris, tu vois. Il faut que tu passes plus de temps avec nous. Ouais, en fait, c'est vrai ce que tu disais. Je sais pas si c'est dû à cette technologie Onyx avec des LED, donc la façon dont on l'a vu. Mais c'est vrai que je trouvais que les noirs étaient pour une fois hyper lisibles et que toutes les scènes qui se passent vraiment dans l'obscurité, on comprenait tout. Et parce qu'il y a plein de films d'horreur, en fait, où quand ça se passe dans le noir, moi je comprends rien et je pense que je suis pas la seule. Et c'est vrai que là c'était très lisible, que ces apparitions du monstre, il y en a 2-3 qui sont vraiment mortelles, dont celle, on a dit qu'on spoilait, donc voilà, mais celle où le visage du père est sur le monstre et tout, et qui tombe au sol, j'ai trouvé ça assez fou. Et il y a des trouvailles comme ça visuelles qu'on n'a pas vues. Enfin moi c'est quelque chose qui, le film dans lui-même, je vais pas forcément m'en souvenir, mais cette image-là, je l'aurais parce que en fait c'était une chouette image. Il y a quelques mises à mort et quelques compositions qui sont visuellement vraiment frappantes. Et parce qu'en fait moi quand je regarde les films d'horreur que j'ai vus récemment, j'ai pas une seule image entre guillemets belle de mort ou de mise à mort qui me reste en tête. Je vois beaucoup de morts hors champ, je vois beaucoup de choses où on montre pas les monstres, et quand on les montre, souvent pour moi ça marche plus parce que c'est des monstres qui font pas peur ou qui sont pas très impressionnants ou avec des effets tout pourris et ratés. Et du coup, moi j'aime bien les films qui marchent sur la suggestion, parce que souvent quand on me montre ça marche pas, mais là pour une fois on me montre quelque chose qui pour moi fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Après j'aime bien ce côté un peu American white trash avec des enfants maigres et un peu sales, et je pense que c'est aussi un cliché du cinéma d'horreur d'avoir ces vieilles villes minières un peu abandonnées. Mais c'est vrai que récemment on a vu pas mal de films d'horreur qui se passent un peu dans des grands appartements, des familles un peu aisées, un peu bobos, et j'aime bien ce côté-là qui change un petit peu. Et j'aime beaucoup l'acteur, alors j'ai plus son nom, mais l'acteur qui joue le rôle de Lucas, je trouve qu'il est très très bien dans ce rôle. Et même si après voilà, j'aime bien le casting parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien, mais les personnages, comme tu disais Eric, sont pas forcément très bien écrits. Il y a des choses très clichés, des facilités scénaristiques, le trauma de l'institutrice alcoolique en rémission qui est partie dès qu'elle a pu et qui a abandonné son frère. Donc il y a le trauma doublé de la culpabilité, doublé d'une relation avec beaucoup de non-dits. En fait il y a beaucoup de non-dits dans ce film. Et une espèce de tout un voile sur l'enfance. On a l'impression que c'est un peu une ville un peu comme ta météo, tu vois, c'est une ville toute grise où il est
plus ou moins impossible d'être heureux quand on est un enfant, vu qu'on voit quelles ont été plus ou moins l'enfance de ces deux personnages qui sont frères et sœurs et l'enfance du petit dont ils s'occupent. Il y a une atmosphère qui est pesante, qui est triste en fait. Oui, et dans la ville en elle-même. Ouais, et toute la photo se fait l'écho de ça. C'est vrai que c'est des ciels très gris, des tons très froids. Donc moi, ça m'a quand même assez plu. Je trouvais que ça se justifiait. Après, voilà, comme je disais, les personnages sont pas forcément très très bien écrits. Il y a ce revirement du personnage féminin en final girl qui combat le monstre, qui est même pas étonné que ce soit une légende surnaturelle et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe où tout d'un coup, hop, elle affronte le monstre. Et il y a des choses comme ça, voilà, qui sont un peu jetées. Un peu des passages obligés du film d'horreur en fait je sais pas si c'est parce que c'est un premier film d'horreur et qui c'est peut-être que je sais pas si c'est un peu des clichés du genre qu'on retrouve mais voilà, après moi il y a des choses comme je disais, voilà, ces apparitions monstrueuses qui m'ont satisfaite, donc je passe sur le reste. C'est vrai qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le monstre, hein. Enfin, on va en reparler très certainement, Julien. Toi, non. Non. J'avais pas prévu d'en parler. Non. Je sais même pas qui l'a fait d'ailleurs. Ah bah je peux te dire pour le coup, c'est Guy Davis avec qui Guillermo del Toro avait déjà travaillé notamment sur la forme de l'eau. Oui. Ouais. Guy Davis, qui est un mec qui est connu pour faire des sculptures hyper réalistes. Il est assez étonnant. Il a fait plusieurs trucs qui sont dans la Bleak House de Guillermo del Toro. Et là, pour ce monstre-là, il a bossé avec du bois notamment. Parce que faut le dire, le monstre en question est inspiré du. C'est le Wendigo. C'est le Wendigo, ouais. Et c'est rare qu'on le voit traité. Dans les films d'horreur. C'est ça aussi que j'ai oublié de dire, mais oui, c'est vrai que c'est une mythologie qu'on voit très très peu dans les films d'horreur. Alors après, moi, je la connais très mal, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça original et au moins c'était quelque chose qui a pas trop été traité dans le cinéma d'horreur. On l'avait vu dans la nouvelle adaptation de Cimetière qui est sortie il y a quelques années, qui était un très mauvais film. Mais parce le Wendigo, il est dans le roman de Stephen King en fait. Donc, mais c'est vrai qu'on l'a vu relativement peu, alors que c'est un monstre qui est assez intéressant, quoi. Ouais. Et là pour le film, donc c'est un monstre qui est issu de récits traditionnels. Indien, ouais, amérindien. Et pour le film, l'équipe a travaillé avec une spécialiste, une consultante des peuples autochtones. Ouais. Qui a permis d'avoir un monstre réaliste, si tant est qu'un monstre puisse l'être. Voilà, et donc c'est un monstre qui est issu de la mythologie des tribus algonquiennes. On va pas faire semblant de connaître les termes originaux et de corriger. Des tribus algonquines. On n'est pas au masque et la plume. Qui sont installées dans les forêts du nord de la Nouvelle-Écosse. Et donc le Wendigo, c'est un cerf mythologique qui représente un esprit maléfique, hein, concrètement. C'est ça, et qui cristallise toutes les peurs, etc. Moi j'aime bien les monstres, donc je connaissais le Wendigo avant, et c'est une créature très intéressante là-dessus. Et moi j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant aussi dans ce film, je trouve, c'est pas seulement le monstre, c'est que c'est un monstre qui est né à partir d'un corps humain, et qu'on voit en fait la transformation d'un corps en ce monstre-là. Donc en fait, quand on aime les monstres et ce cinéma d'horreur-là, on est ravis de certains moments du film. Après, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et c'est ce que disait Marie avant, c'est que... Tu es bien présomptueux. Non, mais parce qu'on en a parlé, et c'est vraiment... Je vais la paraphraser. C'est que le trauma de l'héroïne et le trauma des personnages autour, parce qu'en fait, il y a un trauma donc d'abus sexuel, et il y en a un autre qui hante en fait tous les personnages du récit, qui sont des traumas liés à la dépendance et aux drogues et à l'alcool. Et ben, ça se mixe mal avec la deuxième plotline du film, qui est la constitution de ce monstre-là. Ces deux plotlines ne se rencontrent pas. C'est un aveu d'échec monumental. Enfin, pour moi, ça fait partie des gros problèmes du film. Ouais. C'est-à-dire que tu as une promesse qui est là, et toi, tu parlais de transformation et tout, mais c'est finalement très brutal. Pour moi, j'ai pas eu d'évolution, et j'ai eu un basculement total, et vers le film de monstre, on va dire, plus basique. Ce qui me dérange pas, mais il faut pas commencer comme ça, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un problème intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce problème-là, il est obvious, hein, il est vraiment... mais au moins, mon cerveau est actif, parce qu'au moins, il y a un type qui essaye, avec les meilleures intentions du monde, de faire un film que j'ai envie de voir. Là, j'en parlais tout à l'heure, j'ai vu le James Bond tout à l'heure, là, samedi, il n'y a rien de tout ça. Je me faisais chier. Quel samedi soir nul. Je me sentais insulté. Ouais. Je me sentais insulté tout le temps. Là, ce film-là, en fait, il essaye de faire quelque chose qui me plaît. Je sens qu'il a des bonnes intentions, donc
Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout envie d'en dire du mal, même s'il est raté. C'est qu'en fait, je trouve que les intentions sont là. Ah mais non, on dit Non, mais moi, il y a des films ratés que j'adore. Hein. On vient de là, on a tous des séries B qu'on adore et qui sont, tu vois, qu'on aime plus que de raison. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ce cinéma-là, je pense. C'est qu'en fait, il correspond avec nous de manière complètement arbitraire parfois. Et là, j'ai retrouvé un peu de ça, en fait, de ce truc où je me suis dit, un vrai bon film de monstre. Il est cool, ce mec. Voilà. Julien, t'as préparé toutes tes cartouches là? Non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, je suis pas. Moi, en fait, tu m'as pris un peu de cours avec l'analogie sur météorologique, donc moi, c'était sur l'ambiance en fait du film, mais c'est aussi un peu le problème du film. C'est-à-dire que pour moi, un des gros problèmes du film, c'est Scott Cooper en fait. C'est ce réalisateur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mec, qui est, je trouve, depuis le tout début dans une. Alors, en fait, c'est embarrassant Scott Cooper parce qu'il fait pas des mauvais films, mais moi, il fait des films très empruntés, je trouve, et notamment, il y a un truc que je ne supporte pas au cinéma, mais alors c'est pareil, ça m'est probablement très très subjectif, hein, mais qui est une posture dans la noirceur forcenée. C'est-à-dire que je pense que moi le drame, j'y crois quand tout à coup il y a, comme dans la vie d'ailleurs, un instant de décalage, un instant de surréalisme, un instant de détachement en fait, qui te fait croire vraiment à ce qui est en train de se passer. Et quand le mec, je me rappelle surtout dans Hostile de Scott Cooper, ça m'avait vraiment posé problème, un film avec Christian Bale sur J'adore aussi les Indiens, mais justement il y avait un truc une posture justement là-dedans où le mec il allait à fond dans la noirceur, les mecs ils étaient tous hyper solennels tout le temps et tout comme ça, tout droit. Moi je sais que ça me détache du truc et je retrouve ça en fait un peu ici en fait. C'est-à-dire que le gars il est tellement dans il a tellement à cœur de te dire que attention, c'est un endroit très glauque, très triste, tout le monde est triste et tout le monde est glauque et c'est la misère humaine, et même là tu crois qu'il peut y avoir une petite lueur, mais non, ça va être la misère et tout quand même, que moi au bout d'un moment je me détache du truc, c'est-à-dire que je n'y crois plus en fait. C'est du Eugène Sue puissance 10 000, sauf que quand il écrit Le Mystère de Paris, bah c'est du roman feuilletonesque, donc il y a quand même un aspect aventureux et un peu décalé. Lui il est pas comme ça en fait, hein, Scott Cooper, il est vraiment dans un truc où il fait c'est pas du cinéma vérité non plus, mais enfin en tout cas il se positionne comme un mec qui te retranscrit une vérité sociale. Moi je n'y crois pas. Je m'attendais pas à l'analogie au Mystère de Paris. Oui, je sais pas pourquoi c'est sorti tout ça. Le film est présenté comme un mix entre drame social et film d'horreur. Oui, mais c'est son truc en fait, c'est son fond de commerce quoi. Et tout est à l'avenant et je trouve ça. Alors moi j'ai déjà ce détachement là où je me dis que c'est tellement appuyé là-dessus que je trouve ça un lourdingue d'une part, et ensuite j'ai beaucoup de mal en fait à croire à ça. Je vois les ficelles en fait du drame, c'est-à-dire que je trouve que de la même façon en fait quand tu vas souvent, enfin en tout cas le drame, quand tu pousses les potards trop fort, je trouve que voilà, ça te décorrèle d'un truc. Et puis encore une fois, je trouve qu'il y a un peu une posture en fait là-dedans. Et l'autre souci moi que je vois de Scott Cooper, et qui se recoupe en fait avec les problématiques je trouve du troisième acte, c'est que c'est un mec qui a toujours à cœur, je trouve, hein, de t'appuyer à mort le propos du film. Et là, il te refait le truc, notamment dans un épilogue, mais lourdingue le truc, et t'as dit, t'as envie de lui dire, enfin, le truc, je pense que sur le cinéma d'horreur, si je pourrais l'apparenter, s'il fallait l'apparenter à un grand classique, ce serait peut-être un truc genre L'Exorciste, quoi, c'est-à-dire un contexte social extrêmement réaliste, finalement très peu d'humour, mais il y en a dans L'Exorciste, c'est ça, hein, le truc différent, mais bon, bref, mais un contexte social très réaliste avec une intrusion d'un élément surnaturel qui reflète les atermoiements des personnages, enfin en tout cas leur vérité intérieure et leur vie intérieure. Donc si je devais comparer à ça, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Ah oui, si, c'est que en fait dans L'Exorciste, au bout d'un moment, t'as un truc de mystère. Il y a un truc où tu te dis, t'as pas les réponses à tout en fait. Et Scott Cooper, il est pas comme ça en fait. Il a un côté tellement bon élève, qui tire à la ligne et tout, que moi, je sais que ça me détache un peu du truc. Ceci étant dit, et là où je suis complètement d'accord avec Marie et Eric, même si je n'ai pas vu le film avec eux, et ni dans une aussi bonne salle d'ailleurs, le film est très beau.
le cast il est super, c'est-à-dire que c'est vrai que le frangin Kerry Russell, moi je l'aime beaucoup cette actrice, ceux qui jouent son frère, son nom m'échappe. Jesse Plemons, Jesse Plemons, il est mortel, Ouais. il est toujours bien, il est toujours impeccable, et tu vois, je trouve que justement lui, tu sens qu'il aurait pu y avoir un petit peu juste ce petit décalage qui m'a manqué. Il aurait dû y avoir un truc dans la relation frère-sœur, un truc, par exemple, imaginons que tout à coup il est ramené au milieu du, là en fait t'as ce frère et cette sœur qui tire la gueule tout le temps, qui s'engueule, elle qui dit ah mais tu te rends compte, j'ai été violée, tout ça, et puis lui qui dit mais tu sais pas ce qui m'est arrivé et tout, ça se trouve moi aussi j'en ai pris, et puis alors bon c'est encore mieux avec tes petites voix. Le truc, je suis très méchant parce que le film mérite pas ça non plus, mais le truc c'est que on peut imaginer, alors je veux pas refaire le film, j'ai pas le talent non plus de Scott Cooper, je veux pas du tout dire ça, mais ce que je veux dire par là c'est que si on imagine tout à coup un truc d'enfance un peu rigolo, un peu décalé, qui arrive là-dedans, moi je pense, enfin en tout cas moi, ma sensibilité ferait que je l'achèterais, mais alors tout de suite en fait ça. Alors que là, je me retrouve avec des antagonistes qui sont en train d'être plantés, on va dire, avec un petit enfant maltraité, seul à la maison, on lui a coupé l'électricité, il mange pas à sa faim, et en plus il a son papa, on vous spoil tout, hein, il a son papa et son petit frère qui sont dans un truc, il faut qu'il aille tuer des furets ou je sais pas quoi là pour leur donner à manger. Enfin, c'est la misère, mais alors complète et tout. Et en plus, t'as les autres de l'autre côté, et là, ça tire la gueule aussi tout le temps. Moi, et en plus, il se fait harceler à l'école. Et il se fait harceler à l'école. Non, mais c'est vrai. J'ai envie, j'en ai marre, quoi. Et en fait, c'est marrant, tu vois, je parlais de Genessu et tout. J'adore, moi, la littérature du 19e, j'adore Hugo et tout, mais chez ces mecs-là, quand ils te faisaient ça, dans Les Misérables, quand il te fait ça, à côté de ça, il te fait des trucs un peu drôles, il rend certains personnages, les Thénardier sur certaines scènes, il y a un petit décalage. Jean Valjean, il est très, c'est presque un super-héros, c'est presque Superman et tout. Lui, il décolle jamais, en fait, Scott Cooper, parce que tu sens que le mec, il a peur qu'on croit pas à son truc, quoi. Et ça, c'est sclérosant, en fait, au bout d'un moment. Et je pense, et donc ça revient au dernier truc, je pense aussi que le fait qu'il ait pas conduit son élément fantastique jusqu'au bout, c'est que finalement, je trouve qu'il l'embrasse pas. C'est-à-dire qu'il le traite, il est là, il l'introduit, mais alors il a beaucoup de mal, c'est-à-dire que les gars, ils vont voir un Amérindien pour justement qu'il leur expose les règles. Elle est balourde, la scène, c'est vraiment, il tire à la ligne et tout. Et puis à la fin, les personnages ne résolvent pas leur conflit à travers le combat avec le monstre. Pour moi, c'est un vrai souci. C'est exactement ça le cœur du problème, à mon avis. Bah oui, c'est pas, je veux dire, c'est pas décorrélé du reste du film, c'est que il y a un problème de fond sur la totalité du film. Je reviens et je termine sur les trucs positifs, à moins que tu aies une question, Clément. Je m'interroge sur quand tu dis que les personnages ne résolvent pas leurs problèmes à travers le monstre. T'as pas l'impression que, alors spoil complet, mais dans la scène finale, quand justement l'héroïne s'attaque au monstre, il n'y a pas quand même quelque chose de symbolique par rapport à sa propre histoire. Il y a vraiment un truc sur elle s'assume dans son rôle de maman adoptive. Non, mais l'idée de tuer le père alors qu'elle-même elle a été abusée quand elle était jeune, est-ce qu'il n'y a pas aussi mais moi quelque j'ai chose l'impression de que c'est une scène parce que en fait c'est des scènes de films fait par des gens qui ont vu des films et qui te resservent une scène, un passage obligé en fait. En fait, le truc, si tu veux, c'est que Scott Cooper, je crois, j'ai pas suivi le truc, mais je crois que ces films ils ont pas super marché. Le mec il a du mal. Je me souviens que Strictly Criminal, je crois surtout ça avait vraiment pas fonctionné, le film avec Johnny Depp là, et je me demande Black Mass, ouais, qui était vraiment pas bien aussi, hein, pour le coup, mais t'as un peu l'impression effectivement que c'est presque son truc de la dernière chance, enfin il allait là-dedans, mais je sais pas trop s'il en vient en fait de ce truc-là, quoi. Non, mais je voulais dire un truc. Oui, je voulais terminer sur un truc positif, c'est-à-dire que encore une fois, le cast il est super. Le film, c'est vrai, la photo elle est super belle. Et en plus, mais ça c'est l'avantage des mecs qui veulent avoir des Oscars, hein, parce que je pense que c'est le fond du problème avec un mec comme Scott Cooper, mais du coup ils font des beaux plans, enfin, t'as des plans, c'est un vrai régal, ça c'est vrai, hein, c'est vraiment chouette et tout. Enfin voilà, donc t'as des vraies satisfactions, c'est un vrai film d'horreur quand même, c'est mine de rien en fait. Del Toro il a produit des films de merde mais en règle générale un film produit par Del Toro il a quand même une certaine tenue, quoi, et on n'en voit pas tant que ça en fait des films, donc je fais
a fait une bouche relou à masquer la plume, mais c'est vrai que des films comme ça, j'en vois pas tout le temps. Mais du coup, les défauts me. Mais tu vois, quand tu le compares à un film comme Candyman, je crois que c'est la dernière fois qu'on en. Ouais, mais voilà, bon, tu vois, rien à voir. Des aveugles, tout ça. Ouais, tout mais ça. on en est là en ce moment, quoi. Ouais, parce qu'en fait, les derniers films d'horreur qu'on a vus, justement, c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est qu'on a vu Candyman, on a vu Halloween Kills, on a vu que des choses qui étaient vraiment, pour le coup, vraiment pas satisfaisantes du tout. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des petites éclaircies. Voilà, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Et en plus, il y a un truc, on parlera dans un autre podcast du nouveau Resident Evil. Et t'as raison de le rappeler en plus, Marie, parce qu'il y a une réflexion que je me suis faite sur Resident Evil, et pourtant on n'est pas là pour parler de Resident Evil, pourquoi j'enchaîne là-dessus, mais c'est que je pense que le film d'horreur traverse une vraie crise d'identité aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de... qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, si le film d'horreur, comme c'est un film d'exploitation, ça a toujours surfé sur des succès mouse, quoi. Et finalement, en fait, dans le cinéma d'horreur, ça fait un moment que c'est pas arrivé. Un film d'horreur qui cartonne de ouf, quoi. Et je trouve, en fait, c'est vrai que j'ai cette sensation-là. Et tous les films que tu as cités, c'est vrai que du coup, quand tu fais une radiographie de tout ce qu'on a vu en cinéma d'horreur ces derniers temps, parce qu'on a vu, en fait, je trouve qu'on a vu plein de choses cette année et qu'on se souvient de rien. Enfin, il y a rien de mémorable. Ouais, on a beaucoup de remakes, de reboots, de réadaptations. Ouais, moi certaines scènes, clairement. On s'en souviendra tous les deux. Mais mais que s'est-il passé pendant cette séance? Si tu savais. Non, mais c'est vraiment que moi, je pense que cette scène de la transformation où le final où le visage tombe, je pense que c'est un truc qui me restera, tu vois. Alors peut-être pas toute ma vie non plus, mais. Je suis un peu déçu par le Wendigo. Il y a un film Netflix avec l'équivalent d'un Wendigo qui était vachement mieux, mais j'ai pas le titre. Ah. Et toi, Clémence, t'as aimé en fait? Je vous le dirai dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, j'ai apprécié le rythme pour le coup. Tu disais que tu trouvais ça trop lent. Moi, ça m'a plu. Je sais pas. Enfin, je vais pas élaborer plus que ça. Je suis fatiguée, donc j'ai besoin des films un peu lents pour bien tout comprendre. Non, j'ai apprécié la lenteur parce que j'ai trouvé que ça permettait de poser vraiment cette atmosphère et que ça s'y prêtait bien. J'ai bien aimé le design du monstre, clairement. Maintenant, j'en sors pas transcendé non plus et clairement, ça sera pas... c'est pas un film que je vais avoir envie de revoir qui va être mémorable. Mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ça relève quand même le niveau. Après, c'est peut-être un truc où il y a un nivellement par le bas et où on est un peu hypé par des trucs qui sont peut-être pas incroyables, mais bon. Je suis le dernier à rester lucide. C'est possible. Mais ouais, voilà, en fait, on a été pris dans un truc. Mais c'est vrai que je me souviens juste quand on l'a vu, tu vois, je me souviens quand on a vu cette scène-là dont je ne fais que parler, où on s'est un peu dressé sur notre siège, où il s'est passé un truc. Parce que moi, le dernier film d'horreur qui m'a fait me dresser sur mon siège, honnêtement, je sais plus ce que c'est avant ça, dans les films récents. Ouais, juste un dernier truc, parce que l'heure tourne, mais... Non, mais je vous écoutais, c'est vrai, en fait, on a tous ressenti qu'il y avait un problème dans ce film, mais en fait, la question, c'est pourquoi, en fait, une créature mythologique qui est aussi intéressante fait pas un film mythologique. Et c'est vrai, il y a un problème là-dedans. Et moi, ça me rappelait... Ça, des cas comme ça, t'en as plein. Oui, bien sûr. Mais tu vois, ça me rappelait, par exemple, Alien 3, il arrive très bien. Il y a un moment où l'alien est sur le point d'attaquer Ripley, et puis il s'arrête au dernier moment parce que on sait qu'après, que Ripley est enceinte, les œufs de l'alien à l'intérieur d'elle. Où il y a un moment aussi, bizarrement... Mais tu vois, ça, c'est l'exemple type de la nana qui affronte le monstre, et ça a fait un écho par rapport à ce qui est en train de se passer et l'évolution du personnage. C'est bien pour ça que j'en parle. Voilà. Ou par exemple, il y a dans un film qui est pas mal, moi je trouve, de Shyamalan, La Split, où à un moment en fait le serial killer s'arrête en face de la fille qui a des... et voit ses scarifications, et voit qu'elle a eu un trauma et décide de ne pas l'attaquer. Et je pense qu'il manque une étape comme ça en fait dans ce film qui lie en fait l'héroïne avec le monstre, et c'est comme ça en fait que ce genre de film de monstres deviennent en fait mythologiques. C'est comme ça qu'en fait le monstre a une portée énorme et universelle. C'est pas en martelant un message ou comme il essaye de le faire. Et je pense que s'il y avait un problème dans ce film, moi je le mettrais là. Tout le reste, pour moi, va plutôt bien. Je pense qu'il sait pas trop quoi en foutre, en fait, de son monstre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris que c'est une espèce de métaphore plus de l'addiction du père, parce qu'en réalité, c'est surtout là-dessus, quoi, qu'il travaille, et du fils...
Ah ouais, je trouve qu'il en fait pas grand chose, alors que comme tu l'as dit, le Wendigo c'est vraiment le monstre pour catalyser, tu vois, tous les traumas des personnages, quoi. Mais je pense que les gens qui nous écoutent, ça va les intéresser. C'est pas Freddy Krueger, quoi. Voilà. Est-ce que le film Netflix dont tu parlais, c'est pas Le Rituel ? Si, c'est ça, exactement. Alors le Rituel, c'est pas parfait si vous l'avez pas vu. C'est pas mal, hein. Mais par contre, il y a plein de trucs super intéressants. C'est produit par le mec qui fait la voix de la Gollum, là. Comment il s'appelle ? C'est Andy Serkis, oui, c'est possible. Et il y a pour le coup, il y a un monstre qui a une espèce de Wendigo dans à la fin, qui est putain d'étonnant, quoi. Là, pour le coup, quand je l'ai vu, je suis waouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu un gloumout pareil, quoi. Bah, les monstres, j'appelle ça des gloumouts. Des gloumouts. J'aime bien ça, ce mot. Voilà. Très bien. Quelque chose à ajouter ? Non, mais merci Clémence, t'as retrouvé le nom pour moi, dis donc. Ah là là, quand même. Qu'elle est là, hein. Je fais mon travail. Non, techniquement, sur le monstre du truc, tu vois quand même un petit truc, puisque tu. Mais moi, je suis un peu gêné par le mix effets spéciaux pratiques et images de synthèse où l'un remplace l'autre. Je trouve que ça a d'un autre temps en fait, ça. C'est-à-dire que quand il marche, c'est du CGI, et quand il est un peu plus fixe, en fait, c'est une marionnette. Ça vous a pas gêné, vous ? En fait, moi, je sais que j'en ai marre en fait de ça. Ça marche plus. Je comprends. J'ai l'impression que c'est pas relique de Peter Yams. Non, c'est bien pourri. mais tu vois, dans l'absolu, c'est un peu ce type. Je trouve que toutes les problématiques qu'on soulève fait que moi, c'est le genre de film que je voudrais aller voir de toute façon. Donc on sert à rien, c'est ce que tu. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je trouve que les intentions sont bonnes dans ce film. C'est déjà énorme en fait. Voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a tellement de films qui sont faits avec de mauvaises intentions ces temps-ci que ça me... Alors nos attentes sont peut-être du coup très basses, je sais pas. J'ai vu la bande-annonce de Scream 4, c'est atroce quoi. Ah bah oui, on l'a vu, non, de Scream 5. On l'a vu juste avant, mais c'était la déprime. On va devoir en parler ici quand même. Hein. Ah mais moi je serai là, je suis ravie d'en parler. Moi je ne vais pas voir ce genre de truc. Mais si tu viendras avec moi. Ah, quelle horreur. En attendant, si vous voulez vous faire votre propre avis, Affamé est sorti en salle ce 17 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, c'était une première pour Saltan. On n'a pas pu vous diffuser de répondeur parce qu'on était au chômage technique. On n'a reçu aucun message à vous faire écouter. Faut pas être timide comme ça. Dans cet épisode, on vous parlait de Cry Macho, le dernier film de Clint Eastwood. Alors, est-ce que cette semaine, on a un peu plus de chance ? Est-ce qu'on va pouvoir savoir ce que vous en avez pensé ? Bonjour Capture Mag, j'ai donc vu cette semaine Cry Macho de notre cher Clint Eastwood. Si personnellement, moi je suis plus client de ces films récents où il traite à bras le corps de la working class américaine avec des films comme Richard Jewell ou celui qui m'ont personnellement bouleversé, je ne cache pas que je prends toujours un sacré plaisir à voir ces autres petits films où il se met en scène et livre des portraits toujours très touchants. Saltan pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, merci. Merci à toi Clémence. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Donc pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Saltan pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, on l'a dit en début d'émission et on le redit, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut! Restez pas là, y a rien à voir, dégagez!